Anatomie et biomécanique. Donc, la vertèbre cervicale typique. On va voir dans les diapos qui suivent plusieurs caractéristiques osseuses de la vertèbre cervicale. Donc, si on parle de son corps vertébral, il est petit, donc il n'est pas très haut, mais il est quand même large. Sa surface supérieure est en selle, donc on voit bien le processus inciforme. Ici, sur la figure, les deux figures du côté droit, donc les processus inciformes qui sont les rebords là, qui remontent en supérieur de la facette supérieure du corps vertébral, et sa partie inférieure, elle est convexe, donc elle va s'articuler avec le disque en inférieur. Donc, les pédicules et les lames sont courts en postérolatéral et longues en postéromédial. On voit que les pédicules au niveau des facettes articulaires sont assez larges et sont situées justement en postérolatéral, et ce qui est un appui important pour nos mobilisations. Le foramen vertébral, il est triangulaire et assez gros. On le voit bien ici sur la photo du bas. Donc, les processus épineux qui sont petits et bifides, et les tubercules les deux tubercules du processus épineux peuvent être asymétriques, ce qui pourrait nous faire penser qu'il y a une vertèbre qui est dans un mauvais positionnement, mais que finalement, ce n'est pas la réalité. Les processus transverses, il y a deux tubercules, un devant et un derrière le trou transversaire, le foramen transversaire dans lequel voyage l'artère vertébrale. On voit bien sur la photo de droite qu'en antérolatéral, ce sont les apophyses transverses, et en postérolatéral, ce sont les massifs articulaires sur lesquels on va venir s'appuyer pour nos mobilisations. Entre les deux aussi, entre les deux tubercules du processus transverse, voyage la racine nerveuse qui se projette en antérolatéral. Donc, les surfaces articulaires supérieures sont appuyées sur le pilier, donc le massif articulaire, et sont planes. Et les surfaces articulaires supérieures regardent en supéro-postérieur. Les surfaces articulaires inférieures sont planes aussi, donc en inférieur du pilier ou massif articulaire, et elles regardent en inféro-antérieur. Le foramen intervertébral, donc son bord antérieur, c'est le disque. Son bord supérieur sont les pédicules des deux vertèbres voisines, donc son bord supérieur et inférieur sont les pédicules des deux vertèbres voisines, et la partie postérieure sont les processus articulaires, son articulation, donc l'articulation Z, unie par le ligament capsulaire et le bord latéral du ligament jaune. Le ligament jaune est ni plus ni moins la partie antérieure de la capsule articulaire de l'articulation Z. Le contenu du foramen intervertébral, bien, plusieurs choses sont dans le foramen intervertébral. Au niveau neurologique, c'est bien sûr le nerf spinal, donc la racine nerveuse, qui est la structure la plus importante. On a aussi au niveau neurologique le rameau méningère spinal, donc le nerf sinuvertébral, qui est le nerf qui va rentrer dans le foramen intervertébral pour aller innerver la partie antérieure de la dure mère et le disque. Et les structures à l'intérieur du foramen vertébral. On a des structures vasculaires aussi, l'artère radiculaire avec la veine qui suit, et des réseaux lymphatiques, des tissus conjonctifs, donc le manchon dural qui est important aussi, qui est une structure qui va faire le tour de la racine nerveuse et qui va venir se confondre avec le périnerve, donc la partie plus médiane et le manchon dural, et la partie latérale et le périnerve. Le bord externe du ganglion de la racine dorsale qui aussi fait partie qui fait plutôt partie du neurologique, et tout ça est enrobé par du tissu adipeux et du tissu conjonctif lâche. Les articulations oncovertébrales, on les voit bien ici, qui sont de chaque côté du disque intervertébral. L'articulation
oncovertébrales sont présentes de C3 à C7. C'est une adaptation fonctionnelle aux forces de cisaillement appliquées sur le disque. Ils sont entourés en antéromédial par le disque intervertébral et en postérolatéral par un petit ligament capsulaire qui fait partie de l'anneau fibreux. Les surfaces opposées sont recouvertes d'un cartilage hyalin et l'espace épisynovique qui envoie des petites projections dans les cavités des structures méniscoïdes. On voit bien ici les fissures transversales qui peuvent venir se rejoindre jusque dans le milieu du disque. Donc en latéral, la fissure transversale. Dans le jeune âge, l'articulation oncovertébrale commence par une fissure qui est de chaque côté, et plus on vieillit, plus cette fissure-là va des oncovertébrales et va se rejoindre pour séparer le disque en deux dans sa partie postérieure. Les articulations oncovertébrales, on dit que le cisaillement au niveau des articulations onco tend à favoriser les changements dégénératifs. Bogdok croit que les articulations onco diminuent les risques de hernie dans la colonne cervicale. On a aussi une étude récente qui a démontré que des cellules synoviales et cartinagineuses ont été trouvées dans les articulations oncovertébrales. Donc, c'est une étude cadavérique, ce qui confirme que ces articulations-là, elles sont bien des articulations synoviales. Les articulations Z que l'on voit ici, donc les surfaces articulaires qui sont sur les massifs de chaque côté, sont enveloppées d'une capsule large qui les recouvre comme un capuchon et qui ont une certaine élasticité. Ça permet une liberté de mouvement qui est majoritairement dirigée par le plan des facettes articulaires. Donc, c'est le plan des facettes qui va diriger le mouvement. Les plans des facettes articulaires sont approximativement 45 degrés par rapport à la verticale, surtout aux articulations supérieures qui sont plus horizontales, mais aussi dans le reste de la colonne cervicale. Donc, quand on part dans le plan des articulations supérieures, on dit qu'elles sont toujours dirigées vers les yeux. Donc, plus on est en cervicale haut, plus les surfaces articulaires vont être majoritairement horizontales, et plus on va descendre, plus elles vont se verticaliser. Les structures méniscoïdes. Les structures méniscoïdes sont présentes dans la majorité des articulations facétaires en cervicale. Plusieurs études cadavériques ont été faites et sur résonance magnétique aussi. Et plusieurs auteurs s'entendent pour dire qu'elles sont présentes entre, selon les auteurs, 77 et 100% des cas. Les structures méniscoïdes seraient de trois types, donc le type adipeux, le type fibreux et le type plutôt mixte, donc fibro-adipeux. Le type fibreux serait le plus commun. Environ 75% des articulations dans lesquelles on a trouvé des structures méniscoïdes auraient un méniscoïde de type fibreux. Ensuite, fibro-adipeux pour 22% et finalement adipeux pour 4%. Dans la figure ici, on voit les trois types de structures méniscoïdes. Donc, dans la figure de gauche, qui est pointée par la flèche noire, on voit le type adipeux. Donc, dans la partie antérieure de la facette articulaire, là, ici, c'est une coupe dans le plan horizontal de la surface articulaire. Donc, on voit la surface articulaire supérieure de la vertèbre inférieure. Donc, à gauche, une structure méniscoïde adipeuse. Dans le milieu, une structure méniscoïde fibreuse. Et du côté droit, une structure méniscoïde fibro-adipeuse. Donc, le disque cervical. À sa partie antérieure, l'anneau est plus épais. Donc, on voit bien ici que son anneau fibreux est en antérieur est comme en forme de croissant, donc avec sa partie médiane qui est plus large, et lorsqu'il progresse vers le latéral, ça devient de plus en plus mince. En postérolatéral, il y a une petite partie d'anneau fibreux qui est un tissu qu'on appelle le tissu périostéofacial, qui est le PF sur la figure du milieu, qui va se joindre à la partie du disque, les fibres alaires du disque qui sont PA sur la figure du milieu. Le noyau pulpeux, on le voit bien dans le centre ici, qui est un gros
corps fibrocartilagineux qui est dans le milieu, qui est beaucoup plus épais et plus solide qu'en lombaire. On voit sur la figure de gauche également les U, donc les oncovertébrales, où elles sont situées par rapport à l'antérieur et au postérieur. Donc, elles sont beaucoup plus postérolatérales. Donc, l'anneau fibreux en antérieur, il y a 3 couches. Une couche transitoire qu'on voit sur la figure A, dont les fibres sont plus verticales, une couche un peu plus profonde, dont les fibres commencent à être plutôt obliques, et une couche près du noyau pulpeux, donc plus profonde encore, dont les fibres sont en plus obliques et ils vont se confondre au noyau. L'anneau un caractère différent en postérieur qu'en antérieur. Il s'étend de chaque côté entre les bases des processus uncinés et consiste en un jeu de fibres collagène orientées verticalement qui voyagent entre les surfaces en face des vertèbres opposées. Donc, le noyau antérieur, il est en forme, les fibres sont plus obliques, et en postérieur, elles sont plus verticales. Donc, il y a des fissures transversales dans la région oncovertébrale. Ils s'étendent vers le noyau pulpeux. Chez les sujets plus âgés, les fissures traversent complètement les 2/3 postérieurs lors du mouvement de rotation. Donc, lors de la rotation axiale, on dit que c'est une vertèbre. La rotation s'effectue autour d'un axe qui est perpendiculaire au plan des facettes articulaires. Les fissures oncovertébrales sont nécessaires pour permettre au coin postérieur du corps vertébral de balancer latéralement quand il pivote autour de la partie interosseuse dense de l'anneau antérieur. Donc, c'est les fissures qui permettent au corps vertébral de pivoter. Et le disque contribue à la moitié de la hauteur de la colonne cervicale et en augmente la mobilité. Donc, il y a à peu près la moitié de la hauteur qui est du disque, et l'autre moitié qui est le corps vertébral. Ce qui fait que la hauteur du disque par rapport à la hauteur du corps vertébral, le ratio est beaucoup plus élevé qu'ailleurs dans la colonne, ce qui fait qu'on a plus de mobilité en cervicale. Les ligaments. Le ligament longitudinal antérieur qui a 4 couches, donc une couche plus superficielle qui passe à travers plusieurs segments. Une couche intermédiaire qui est plus courte que la superficielle, qui couvre un disque et s'insère sur les surfaces antérieures des corps vertébraux adjacents, donc qui est représenté en 2 ici, donc de la moitié d'un corps vertébral à la moitié d'un autre corps vertébral. Les couches plus profondes, qui sont des fibres plus courtes, qui s'attachent juste en haut et en bas des marges inférieures ou supérieures des corps vertébraux, qui sont représentés avec le numéro 3 ici. Et les fibres extérieures qui forment une mince voile, qui sont beaucoup plus obliques et qui vont se confondre avec le noyau, l'anneau fibreux, pardon. Donc, le ligament longitudinal postérieur. Au centre, on a des fibres qui se dirigent longitudinalement. Ils couvrent un nombre variable de segments, donc peuvent couvrir 1 ou 2 ou 3 segments. Les extensions latérales qui vont de la bande centrale pour croiser le disque et s'attacher ensuite à la base du pédicule, 1 ou 2 segments plus bas. Donc, c'est représenté par le E ici sur la photo. En centrale, toutes les fibres s'attachent aux surfaces centrales postérieures du corps vertébral. En moyen, les fibres longitudinales couvrent seulement un disque intervertébral, et en profond, ils sont latéralement et s'étendent vers l'extérieur. Il y a du tissu périostéofacial qui couvre la région des fissures latérales de la région oncovertébrale. Donc, c'est ni plus ni moins ce tissu-là. La partie latérale des oncovertébrales, c'est un tissu conjonctif fibreux qui est un peu désorganisé, qui a un grand nombre de sanguins qui vont dans ce tissu-là. Les capsules des articulations Z, elles entourent les articulations synoviales entre le processus articulaire supérieur et inférieur de la vertèbre adjacente. Le ligament intertransversaire rejoint les processus transverses des vertèbres adjacentes et les lâche
et elles ajoutent peu de stabilité, donc elles permettent de la mobilité. On voit ici une photo des facettes, des capsules articulaires. Le ligament jaune, c'est en postérieur des lames adjacentes. Il s'étend des racines des processus articulaires d'un côté à celle du côté opposé. Peut limiter la flexion, mais sont peu nombreuses. Peut prévenir le débordement de la capsule dans le canal vertébral. Le ligament jaune constitue la partie antérieure de la capsule articulaire de la facette. Donc, le ligament nucal, c'est un raphé du fascia dans le plan frontal, donc, et une deuxième partie du ligament qui s'étend du raphé, donc de la partie la plus postérieure du ligament jusqu'au processus épineux. Donc, la grosse partie du ligament est dans le plan sagittal. Il offre un point d'attache pour les muscles cervicaux et il prévient le cisaillement antérieur, limite également le mouvement de flexion. Les rameaux ventraux de C1 à C5 forment le plexus cervical, tandis que les rameaux ventraux de C5 à T1 forment le plexus brachial au niveau cervical. Il y a des rameaux méningés de nerf spinal, donc le nerf sinus-vertébral, qui rentre à l'intérieur du foramen intervertébral et va innerver à l'intérieur du foramen, plus particulièrement le disque postérieur et le ligament longitudinal postérieur, et les rameaux dorsaux, qui est similaire à celle de la colonne lombaire, donc le rameau dorsal qui va se diviser en 3 branches. Une branche qui va aller innerver la facette articulaire, la branche médiane, une branche plus latérale et plus médiale qui vont aller innerver les muscles en postérieur cervical et la peau en postérieur. Il y a un grand pourcentage de fibres afférentes comparativement à la plupart des muscles striés au niveau cervical, c'est-à-dire une forte densité de propriocepteurs, de fuseaux neuromusculaires et d'organes neurotendineux de Golgi. Donc, ceci va contribuer à la fonction des mouvements fins contrôlés de la tête, qui va donner un input important, ces propriocepteurs-là, au système vestibulaire et aux noyaux trigéminaux. Fortement influencé par le système limbique, qui va aussi, en offrant un input afférent au système vestibulaire, aider à guider le mouvement des yeux dans l'espace par rapport au mouvement du cou. 2 déficiences musculaires plus prioritairement trouvées chez les patients qui ont des atteintes de type cervicalgie. Donc, une faiblesse des fléchisseurs cervicaux profonds et faiblesse aussi des extenseurs cervicaux profonds. On voit bien ici les fléchisseurs profonds cervicaux, donc le long du cou et le long de la tête, en antérieur de la colonne et en latéral les scalènes qui, eux, tendent à devenir hypertoniques chez les gens qui ont des atteintes cervicales, qui tendent à être tendent à se contracter de façon trop importante. Les semi-épineux de la tête et du cou qui vont être des muscles qui vont tendre à devenir affaiblis chez les gens qui ont des atteintes cervicales aussi, ainsi que les petits rotatores. D'autres muscles tendent à devenir hypertoniques, donc les extenseurs cervicaux, surtout les extenseurs superficiels, les sternoclédomédiens, les scalènes, l'élévateur de la scapula et les fibres supérieures du trapèze. Maintenant, on va voir les couches musculaires de superficiel à profond. Donc, plus superficiel, on a le trapèze à droite, qui est la couche la plus superficielle musculaire, et ensuite l'élévateur de la scapula du côté gauche. On voit son orientation, l'élévateur de la scapula qui part des apophyses transverses de C1 à C4 qui descend vers l'angle supérieur de la scapula. On voit bien aussi les rhomboïdes, petits et grands, donc mineurs et majeurs. Ici, on voit bien les muscles plus profonds. La deuxième couche, en fait, c'est pas les muscles les plus profonds, mais c'est plutôt la deuxième couche
Ici, on a enlevé le trapèze élévateur de la scapula qui a été coupé, qu'on voit dans le milieu, et les rhomboïdes en dessous de cette couche musculaire-là. Donc, on a la couche des extenseurs plus superficiels. Donc, les principaux extenseurs superficiels sont le splenus capitis et le splenus cervicis, qui sont les muscles extenseurs superficiels du cou qui ont tendance à devenir plutôt hypertoniques chez les gens qui ont des cervicalgies. On voit plus bas les muscles extenseurs du thorax, longissimus et iliocostalis, qui sont plus en thoracique. Et profondément, comme on a vu un peu plus tôt, les muscles plutôt profonds qui ont tendance à s'affaiblir, les semi-spinalis, capitis et cervicis, et les rotatores. Dans la région antérieure, on voit bien l'orientation ici du sternocléidomastoïdien qui part de la mastoïde et qui s'en va vers l'avant et le bas, s'attacher sur le sternum et la partie médiale de la clavicule. Donc ce muscle a un effet sur la colonne cervicale qui est globalement de fléchir la colonne cervicale moyenne. Par contre, au niveau crânio-vertébral, en tirant sur la mastoïde, il va produire une extension crânio-vertébrale. Donc, il va être, s'il est contracté de façon isolée bilatérale, va créer le mouvement qu'on connaît de protraction, donc extension crânio-vertébrale et flexion cervicale basse, cervicale moyenne, cervicale basse. On voit son orientation ici. Ici, on voit son orientation aussi au sternocléidomastoïdien de latéral supérieur vers médial inférieur. On voit aussi nos muscles hyoïdiens sur la photo ici, donc qui sont des muscles fléchisseurs cervicaux et qui sont des muscles qui vont contribuer à l'ouverture de l'articulation temporomandibulaire. Donc les muscles sous-hyoïdiens et supra et infra-hyoïdiens, pardon. Plus profondément, comme on a décrit tout à l'heure, on voit bien les scalènes, on voit bien le long du cou et le long de la tête qui est plus haut, qui va s'attacher directement sur le cou. En latéral, on a le petit droit latéral de la tête et le antérieur, et le muscle oblique antérieur de la tête également. Des muscles hyoïdiens comme décrit un peu plus tôt. La biomécanique de C2 à C7. Donc, la biomécanique de la région cervicale moyenne est relativement simple. C'est trois complexes articulaires, dont les articulations oncovertébrales, qui vont un peu complexifier la biomécanique, mais il y a deux articulations zygapophysaires qui sont synoviales, qui sont nos principales articulations qu'on va décrire, pour lesquelles on va décrire la biomécanique. L'articulation oncovertébrale qui est plutôt fibreuse et le disque. On a 2 degrés de liberté, soit la flexion-extension et les mouvements de flexion latérale-rotation qui vont se produire dans le même, alentour du même axe. C'est pourquoi on ne parle pas de 3 degrés de liberté ici. C'est plutôt 2 degrés de liberté à chacun des niveaux. Bien sûr, on a 3 degrés de liberté quand on regarde la colonne cervicale de façon globale. L'amplitude articulaire complète au niveau cervicale est de 130 degrés en flexion-extension. La mobilité en flexion-extension aussi, à chacun des niveaux, pourrait varier d'environ 10 à 23 degrés. Le patron capsulaire, la flexion latérale et les rotations seront limitées de façon à peu près égale. L'extension ensuite et l'extension moins limitée. Si on a un patron capsulaire d'une facette articulaire du côté droit, bien, on aura flexion latérale droite, rotation droite qui sont limitées de façon égale. L'extension et ensuite la flexion. Si on a un patron capsulaire des deux articulations facétaires, donc bilatérales, bien, on aura les deux flexions latérales et les deux rotations limitées de façon similaire. L'extension qui sera limitée et moins la flexion. On va débuter par parler de l'ostéocinématique.
Donc, lors de la flexion-extension, il va y avoir en flexion une rotation antérieure dans le plan sagittal et une translation antérieure de la vertèbre dans le plan sagittal. La rotation va se faire alentour d'un axe frontal que l'on voit sur la figure de droite qui se déplace un peu plus bas, qui passe à travers le corps vertébral qui est un peu plus bas dans le corps vertébral en cervical haut et qui va se déplacer vers le haut et le milieu vers le cervical bas. On dit qu'il y a plus de translation antérieure au niveau supérieur qu'au niveau inférieur. Ceci est dû à l'orientation des surfaces articulaires. Donc en supérieur, les surfaces articulaires étant plus horizontales, ça va permettre plus de translation antérieure, tandis qu'en cervical bas, les surfaces articulaires sont un peu plus verticales, donc ça va limiter plus la translation antérieure. En extension, ben, c'est le mouvement contraire qui va se passer, donc une rotation postérieure et une translation postérieure dans le plan sagittal. Lors de la flexion latérale rotation, il y a un mouvement qui va se créer, toujours une rotation conjointe ou une flexion latérale conjointe selon le mouvement qui va être le mouvement qui va être induit en premier. Donc, s'il y a une flexion latérale qui se produit, il va y avoir une rotation conjointe qui va toujours être ipsilatérale. Si la rotation se produit, il va y avoir une flexion latérale qui va toujours être ipsilatérale. On a environ 20-47 degrés de flexion latérale en tout, incluant le crânio-vertébral. Approximativement 6 degrés dans une direction plus grande à C2, puis ça diminue jusqu'à C7. Beaucoup de flexion latérale va se produire également en crânio-vertébral. Soit la rotation en tout, incluant le crânio-vertébral, en tout, dont 70-90 degrés, en 8 à 10 degrés de chaque côté, un peu plus de cervical moyen qu'en cervical bas et haut, excluant le moment de rotation. Donc à C1, C2, on sait que c'est le niveau qui a le plus de rotation, environ la moitié de la rotation va se produire à C1, C2. L'ostéocinématique lors de la flexion latérale rotation se fait autour d'un axe oblique qu'on voit ici dans la figure de droite. Cet axe-là, il va être perpendiculaire au plan des facettes articulaires. Donc, notre vertèbre va tourner alentour de cet axe oblique-là, donc, elle va tourner dans un plan qui est quelque part à mi-chemin entre entre le plan horizontal et le plan frontal. Donc, la vertèbre tournant alentour de cet axe de rotation-là, la face antérieure de la vertèbre, donc la partie antérieure du disque, fait une translation ipsilatérale à la rotation lors d'un mouvement de rotation et ipsilatérale à la flexion latérale également. Et la face postérieure, on voit ici la flèche et le mot, la face postérieure, donc la partie des lames et de l'épineuse, font une translation contralatérale au mouvement de rotation et de flexion latérale. Maintenant, parlons de l'arthrocinématique. Lors de la flexion-extension, les articulations Z glissent en supéro-antérieur, donc ils vont monter la pente au niveau de la facette articulaire. Les U vont faire une translation aussi antérieure. Lors de l'extension, les Z vont glisser en inféro-postérieur de façon bilatérale sur les articulations. Et il va y avoir un mouvement de translation postérieure au niveau des articulations U. Lors de la flexion, les muscles qui créent la flexion, le long du cou, les scalènes, le long de la tête également, qui n'est pas inscrit ici, les sternoclédomastoïdiens bilatéraux, les muscles qui vont limiter, les facteurs qui vont limiter la flexion, les éléments osseux qui sont butés en antérieur, donc entre autres les corps vertébraux, les muscles extenseurs, les ligaments postérieurs, dont le ligament jaune interépineux, longitudinal postérieur, le nucal, les capsules des articulations Z et l'anneau postérieur du disque.
Lors de l'extension, les muscles qui produisent l'extension, le trapèze, le splénius, le semi-épineux de la tête et du cou, le splénius du cou aussi. Facteurs limitants, toutes les soins antérieurs, donc le ligament longitudinal antérieur, l'impact des arcs osseux postérieurs, l'impact des facettes articulaires, processus transverse inférieur, l'anneau antérieur du disque et bien sûr les capsules articulaires également qui vont limiter le mouvement. L'arthrocinématique lors de la flexion latérale rotation. Donc au niveau des aides ipsilatérales. Donc si on est dans la figure de droite, on va regarder la facette articulaire B. Donc la facette articulaire va glisser en inféro-postérieur, principalement en inféro-postérieur et un peu en médial. Donc la facette droite, si on fait une rotation droite, va glisser vers l'arrière et le bas. En contralatéral, donc si on fait une rotation droite, on va avoir un glissement antérieur et supérieur principalement, et on dit qu'elle va aller un petit peu latérale parce qu'il se crée en rotation droite ou en flexion latérale droite un cisaillement contralatéral, donc un cisaillement vers la gauche, c'est ce qui amènerait ce petit glissement-là latéral. Donc on parle en controlatéral d'un glissement supéro-antéro-latéral. Au niveau des articulations oncovertébrales en ipsilatéral, on aura un glissement inféro-postérieur principalement et un glissement antéro-supérieur du côté contralatéral. Les muscles qui font la flexion latérale, rotation, donc les splénius élévateurs de la scapula, longissimus de la tête et les scalènes ipsilatéraux. Facteurs limitants, dont on parle beaucoup de capsules articulaires, compression ipsilatérale des U, les scalènes contralatéraux principalement.